D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour discuter de deepfake. C'est un sujet donc que j'affectionne beaucoup de mon côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est que dans le cadre de ma vie professionnelle de tous les jours, je suis avocat associé chez Robic. On est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, c'est un cabinet hybride où on a évidemment des avocats, mais où on a également des agents de brevet. Donc, des experts techniques, des ingénieurs, des chimistes, dans tous les domaines de sciences, des physiciens. Euh, et moi, mon rôle au cabinet, c'est d'être le leader de notre groupe des technologies émergentes au niveau national. Donc, toute notre équipe qui va toucher à tout ce qui touche le logiciel au sens large, les données, toute la propriété intellectuelle qui va entourer ça, les brevets d'invention, le droit d'auteur, les questions de code source, les licences open source, l'utilisation des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle, blockchain et autres. Donc, évidemment, on est aux premières lignes des développements technologiques qui se passent un peu partout dans le monde, autant au Québec qu'en Europe que sur le reste de la planète. Et on voit souvent ces technologies-là au stade de recherche et développement avant qu'elles se ramassent sur le marché. Donc, nos conseils souvent vont se situer avant la commercialisation et évidemment ensuite. Ce qui fait que lorsqu'on voit des technologies émerger qui apparaissent drôlement intéressantes au point de vue autant technologique, sociologique que juridique, ben, on essaie de s'y pencher rapidement. Ce qui fait que je me suis penché sur le deepfake il y a déjà presque 3 ans pour en traiter du côté juridique, propriété intellectuelle. Ce sujet-là fait l'objet de notre côté de quelques publications et conférences déjà. Donc, on a écrit pour le Fonds des médias du Canada en 2019, si je me souviens bien, un premier article sur leur blog qui est devenu un des 5 articles les plus lus de toute l'année sur le blog du Fonds des médias du Canada. Donc, assurément, ça piquait déjà l'intérêt des gens. Et par la suite, quelques conférences, un article de fond de plus de 40 pages pour les développements récents du barreau du Québec et différentes interventions, dont avec René il y a quelques mois où on a pu en discuter sur un panel. Donc voilà pour mon côté. Aujourd'hui, évidemment, je n'aurai que 30 minutes pour vous présenter certains volets, donc ce sera en surface, mais ensuite, pendant la période de débat, discussion, on pourra en discuter davantage. Merci beaucoup pour cela. Donc, je vois que tout le monde arrive. Donc, Massimo Leone également qui est arrivé. Bonjour Massimo. Euh, Bonjour à tout le monde. Désolé, j'étais quelques minutes en retard pour Oui, la pas de connexion. problème. Donc, bienvenue dans notre séminaire où nous abordons toutes ces questions liées aux arts trompeurs et à l'espace informationnel actuel. Alors, Vincent vient tout juste de nous présenter un petit peu son point de vue sur la question. Je vois que Samuel est arrivé. Bonjour Christian également, Christian Desilets qui se joint à nous. Alors, écoutez, je pense qu'on va commencer donc sans plus tarder, le temps s'écoulant. Vincent, si tu veux prendre la parole. Donc, je répète pour Massimo très rapidement que Vincent va intervenir pendant 30 minutes. Ça va être suivi pendant 15 minutes d'une période de débat, suivi de ton intervention, 30 minutes, et puis après ça, on conclut, évidemment, le débat sur les points, mais également sur toute autre question concernant l'intervention de Vincent également. Alors, Vincent, je te cède la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais vous partager mon écran. Merci beaucoup. Normalement, vous devriez voir mon écran. Juste me confirmer que c'est le cas. Tout à fait. Fantastique. Donc, on est parti pour 30 minutes. Comme je mentionnais, ce sujet-là, c'est un sujet que j'ai déjà couvert via plusieurs articles, plusieurs conférences, plusieurs panels. C'est un sujet qui peut être pris sous plusieurs angles différents, le deepfake. Euh, donc aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est un peu un tour d'horizon des enjeux qui se présentent, des opportunités, de la technologie derrière, de ce que ça crée aussi comme enjeu pour le futur autour du deepfake. Euh, bon, ben, pendant la période de discussion, on pourra aller dans les différents volets qui vous intéressent davantage. Maintenant, comme je ne vois que vos petites images en ce moment de votre côté, à main levée, peut-être juste me dire qui est déjà très familier avec le deepfake, la technologie.
Donc, je vois quelques mains, certaines plus hésitantes que d'autres. Donc, c'est parfait. De mon côté, je commence un petit peu par placer un peu cette technologie-là, son émergence et l'impact qu'elle va avoir dans différentes industries, différents domaines par la suite. Donc, allons-y sans plus tarder. D'abord, un exemple que je donne souvent lorsque j'ai un petit peu plus de temps ici, je vous présente seulement une impression d'écran. Euh, pour démontrer un peu l'impact du deepfake et donner un exemple concret, on a ici Richard Nixon, l'ancien président américain, où on a pris sa fameuse allocution lorsque les Américains ont finalement mis le pied sur la Lune avec la mission Apollo 11 en 1969. Et dans ce cas-ci, on a utilisé les technologies de deepfake pour modifier son discours. Et dans les faits, lorsqu'on écoute cette présentation-là, on voit le président qui nous annonce l'échec retentissant de la mission Apollo 11 et du fait que dans les faits, on allait devoir abandonner les astronautes américains sur la Lune à leur sort. Et donc, tout ça dans un contexte assez sombre et triste. Et évidemment, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un exemple clair de démontrer, bien, écoutez, voici une situation historique que les gens connaissent bien dans sa version réelle. Et voici maintenant une vidéo qui pourrait être présentée à des gens qui ne sont pas au courant du contexte et qui pourraient alors penser qu'effectivement, on a abandonné les astronautes sur la Lune. Donc, le but ici, ce n'est pas de vous parler du grand potentiel de révisionnisme de l'histoire par le deepfake. C'est plutôt ici de vous présenter à quel point il existe des exemples simples pour présenter aux gens ce que peut constituer le deepfake, c'est-à-dire une vidéo où on voit une personne, on entend sa voix et où on peut penser que le contenu essentiellement est véridique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que l'on peut trouver en ligne assez facilement. Je n'ai pas la référence à côté de moi ici, mais je pourrais vous l'envoyer pendant la période de discussion. Je l'ai apporté. Donc, l'hypertrucage ou le deepfake, il faut savoir qu'en français, le terme deepfake a été francisé vers hypertrucage. Ce n'est pas un terme qui est utilisé très grandement dans la littérature ou sur Internet. Donc, vous permettrez pour aujourd'hui de vous mentionner que le terme francisé existe, mais pour les fins de ma présentation, j'utiliserai deepfake malgré tout. Et en fait, c'est une expression qui vient vraiment désigner un contenu audio ou vidéo de synthèse qui va avoir été modifié en utilisant différentes techniques d'apprentissage profond, donc le fameux deep learning en termes d'intelligence artificielle, pour créer des vidéos qui ont l'apparence d'être véridiques ou en fait qui souvent ont été créées dans l'intention de tromper le public. Dans certains cas, c'est apparent et on le voit. Dans la plupart des cas, ça va vraiment être dans un but de tromperie. Donc, vraiment, on essaie de faire passer ce montage-là comme si c'était le montage original. Pour bien comprendre les impacts du deepfake, il faut comprendre d'abord comment ça fonctionne. Quelle est la technologie sous-jacente qui nous permet d'arriver là? Donc, d'abord, comme je vous ai dit, au niveau de l'origine, c'est une contraction des termes deep de deep learning, méthode d'intelligence artificielle, et fake pour l'aspect, évidemment, faux de tout ça. Et historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un utilisateur sur la plateforme Reddit, la fameuse plateforme de blog où on peut échanger, on peut discuter, qui s'appelait justement Deepfake et qui proposait différentes technologies. Et comme plusieurs avancées technologiques au courant des 20 dernières années, l'utilisation primaire qui en était faite était pour des vidéos pornographiques. Donc, évidemment, ce n'était pas une utilisation très glorieuse initialement de cette technologie-là, mais essentiellement, on parle dans la majorité des cas, parce que oui, il y a des fois où on va faire seulement de l'audio, mais dans la majorité des cas, on va parler de permutation de visage dans une vidéo. C'est la grande majorité des utilisations du deepfake qu'on va voir en ce moment. Au niveau des technologies utilisées, encore une fois, peut-être à main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des experts techniques de l'intelligence artificielle et de son fonctionnement sous-jacent? Donc, peu de main levée cette fois-ci. Donc, je vous résume tout ça. Ah, on a Christian. Bon, parfait. Donc, ici, évidemment, je vais y aller d'une explication drôlement simplifiée, simplement pour les fins de vous présenter tout ça.
Il existe différentes techniques d'intelligence artificielle. Puis évidemment, intelligence artificielle est un terme galvaudé à la base pour couvrir vraiment toutes sortes de choses. Euh, Lorsqu'on parle d'apprentissage profond, c'est qu'on a des réseaux de neurones qui, dans les faits, vont permettre d'apprendre de données des fois désorganisées, des fois de données étiquetées qui vont avoir des labels, comme on s'appelle en bon anglais. Euh, et ces méthodes-là vont permettre vraiment d'avoir un apprentissage à partir de différents critères qui va vraiment venir particulièrement de la machine ou du système de neurones. Dans le cas du deepfake, on va encore plus loin que ça, c'est qu'on oppose deux systèmes de réseaux de neurones, donc ce qu'on appelle les fameux réseaux adverses génératifs, c'est qu'on a un premier réseau qui, lui, va d'abord essayer de créer du contenu fictif, donc du contenu de synthèse, avec la meilleure qualité possible pour essayer de tromper les gens. Et le deuxième système qui est opposé, celui-là, est le système qu'on va appeler le système discriminateur. Lui, il essaie d'apprendre de ce qui est généré par le premier pour détecter quand il est face à une image qui a été modifiée versus une image originale. Et donc, si le système qui a réussi à détecter l'image contrefaite l'a détecté, ben, le système générateur, lui, vient d'apprendre. Oh, donc il faut que je sois meilleur à générer une image contrefaite. Et donc, le premier système va s'améliorer. Le deuxième système va s'améliorer. Et par ce jeu-là adverse entre les réseaux de neurones, on arrive à des résultats quasi parfaits qui sont sincèrement assez impressionnants. Je vais revenir d'ailleurs sur les enjeux de tout ça, sur le perfectionnement extrêmement rapide de ces technologies-là. Mais vous voyez donc qu'on travaille avec des réseaux de neurones en termes d'intelligence artificielle qui sont adverses et qui s'améliorent l'un l'autre sans arrêt. Le deepfake, c'est quelque chose qu'on qualifie de nouveau, mais dans les faits, des effets générés par ordinateur, donc des éléments de synthèse, c'est pas nouveau. On remonte jusque dans les années 70 avec le début des effets spéciaux, notamment dans le premier film Westworld de l'époque. La différence avec aujourd'hui et le monde des effets spéciaux, c'est que lorsqu'on parle d'effets spéciaux dans des films à grand budget, prenons le film Dune fait récemment par Denis Villeneuve, bien évidemment, il y a énormément d'effets spéciaux dans un film comme celui-là. Mais on parle d'effets spéciaux faits par des équipes spécialisées. Ça coûte une fortune, ça demande extrêmement de qualification, de talent et autres. Alors que le deepfake, qui est présent depuis seulement quelques années, permet à monsieur, madame, tout le monde, avec quelques essais-erreurs, de créer du contenu drôlement convaincant avec peu d'efforts et de talent. Donc, elle est là la nuance. C'est que maintenant, ça démocratise l'accès à des effets absolument convaincants. On voit d'ailleurs qu'il y a eu une explosion de fichiers qualifiés de deepfake sur Internet. Si on regarde 2018, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on voyait ça apparaître. Puis en 2020, ben, SunCity nous dit non, il y a une explosion totale de fichiers de cette nature-là. Puis évidemment, pour 2021, on peut penser que c'est encore plus élevé. Donc, au niveau des coûts de production versus les coûts de détection, ici, ce qu'on doit savoir, c'est que presque toute la recherche qui est faite sur la planète, y compris dans nos universités québécoises, est liée à la production, le perfectionnement des algorithmes, la meilleure création pour arriver à des systèmes extrêmement performants, alors que généralement, pour 100 personnes qui sont du côté développement des meilleures techniques de vidéosynthèse, on va avoir à peu près une personne qui travaille sur les techniques de détection. Donc, dans les faits, un déséquilibre total entre le perfectionnement des systèmes pour les créer versus ceux pour les détecter. Et vers la fin, je vais vous présenter d'autres statistiques un peu inquiétantes, mais sur certains panels où j'étais avec des experts techniques en recherche universitaire sur les algorithmes, ils nous disaient, ben, même nous sommes des experts du domaine. Chacun d'entre nous, on pourrait être trompé n'importe quand par une vidéo en pensant que c'est un original alors que ce serait une contrefaçon. Donc, même les experts peuvent se faire berner facilement. Donc, on en est là déjà aujourd'hui. Plusieurs applications commerciales ont vu le jour, puis bon, souvent c'est anecdotique. Ici, Zao, en Chine, lorsqu'elle a été lancée comme application, permettait de permuter le visage d'un utilisateur sur le visage d'un acteur connu dans des films de cinéma chinois. Donc,
devenez l'acteur dans telle scène et facilement. Et cette application-là, dans les 3 jours de son lancement en Chine, est devenue l'application la plus téléchargée de tout le pays. Donc, encore une fois, quand on a des applications concrètes lancées, ça va extrêmement rapidement. Ça va avoir des impacts dans énormément de domaines. Le deepfake, d'abord, il y a une économie de temps et d'argent, c'est évident pour son utilisation. On voit même des films qui commencent à utiliser, des grandes productions américaines qui commencent à utiliser ça pour rajeunir des acteurs dans certains films, pour faire revivre des acteurs qui sont déjà décédés, par exemple. Il y aura un potentiel créatif absolument fou. Qui soulève évidemment des questions de droit à l'image, qui soulève des questions de droit de la personnalité. Est-ce que ça suit après la mort d'un être humain? Peut-on exploiter l'image d'un acteur jusqu'à la fin des temps, même s'il est décédé? Est-ce que sa succession devrait pouvoir hériter d'une certaine rémunération pour cet usage-là? Donc, c'est des questions en ce moment qui se posent dans toutes les juridictions à travers le monde et pour lesquelles il n'y a pas de réponse si simple que ça encore. D'autres utilisations potentielles, ici, je donne l'exemple de Welcome to Chechnya, qui est un documentaire, dans les faits, qui parlait de la persécution de la communauté LGBTQ+, en Tchétchénie. Évidemment, les survivants ne voulaient pas nécessairement qu'on les voit dans le film. Puis pour éviter un peu l'aspect de mettre la personne dans l'ombre, avec la voix brouillée, le visage brouillé, on a utilisé des technologies de deepfake pour remplacer leur visage par celui d'autres personnes qui acceptaient de prêter leur visage pour ces fins-là, pour les fins du documentaire. Donc, bref, des utilisations comme ça qui peuvent vraiment être très, très, très positives. Dans le monde du doublage, ça pourrait aller très rapidement, utiliser la même voix de l'acteur, mais la traduire dans une autre langue. En termes de droits d'auteur et de protection des emplois dans le domaine des arts, évidemment, les gens qui font du doublage ne seraient pas du tout heureuses de ça, qu'on les remplace simplement par des machines du jour au lendemain. Et finalement, pour ce qui est de l'hyper-personnalisation des produits de divertissement, pensons qu'on n'est pas très loin, par exemple, de dire, vous achetez un jeu vidéo avec quelques photos, quelques images de vous, paf, vous voilà, vous êtes maintenant le héros dans le jeu et c'est votre visage sur le personnage qui est dans le jeu, c'est votre visage dans le film, vous faites partie d'un film à partir de maintenant. Ou encore, vous aimez un acteur en particulier, parfait, à partir de maintenant, cet acteur-là jouera dans tous les films que vous regardez. Donc, on va permuter son visage sur celui de l'acteur dans tous les films à partir de maintenant. Donc, vous voyez que le passage entre ce que la technologie permet de faire aujourd'hui et ses usages futurs, on n'est pas très loin, mais ça soulève énormément de questions juridiques ici que je ne fais que sous-entendre, je pense que vous l'entendez bien, mais pour lesquelles on peut se creuser la tête dans tous les cas. Quelque chose qui va peut-être changer votre vie, puisque nous sommes tous un peu fatigués de faire de la vidéoconférence après bientôt 2 ans de pandémie. On a notamment NVIDIA qui développe Maxine, qui est un outil en fait qui permet d'animer votre propre visage en utilisant la deepfake. Donc, vous pourriez participer à une vidéoconférence sans vous faire la barbe, les cheveux, tout simplement vous lever en pyjama, faire une vidéoconférence et votre visage va être animé comme si c'était vous sous vos meilleurs jours, prêts pour le travail. Donc, un deepfake de vous-même pour la vidéoconférence. Même chose avec le Hour One Clone, qui est un autre projet où vous créeriez un avatar numérique de vous-même avec votre voix et autres pour l'animer et faire dire des choses. Donc, bref, vous voyez là qu'il y a quand même un potentiel assez inquiétant autant que positif à la fois avec la même technologie. D'autres domaines auxquels je touche très rapidement ici, mais pour l'industrie de la mode, certains voient un énorme potentiel de pouvoir vous afficher des publicités dynamiques qui vont répondre beaucoup plus à ce que vous regardez, aux gens qui vous ressemblent, à votre morphologie et autres pour vous présenter du contenu où vous voyez presque vous-même à chaque fois. Même chose du côté de la publicité en général. Ça crée énormément de problèmes au niveau, évidemment, éthique, au niveau de la diversité. Si on ne vous présente que des gens qui vous ressemblent, alors, où est la diversité dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable ou pas du tout? Donc, beaucoup se penchent sur le côté éthique. Du côté santé, services sociaux, pensons à quelqu'un qui a une maladie et qui, finalement, doit perdre la voix complètement. Plutôt que d'avoir une espèce
de petits engins avec une voix robotique par laquelle elle va s'exprimer. Ben, si on pouvait, à partir d'enregistrements passés, recréer sa voix, avoir un avatar audio de la personne et lorsqu'elle s'exprime avec son appareil, ben, c'est sa voix à elle. Donc, vous voyez juste l'effet au niveau santé psychologique, bien-être des gens qui pourraient être atteints de certaines maladies. C'est assez énorme. Ça amène évidemment beaucoup de risques politiques et démocratiques. Ici, on a Sophie Wilmès, où on avait fait un deepfake d'elle qui faisait un lien direct entre la pandémie, la crise écologique, le fait que la pandémie était due à des conséquences environnementales et autres. Bon, ça avait été un montage qui avait été fait pour faire des recoupements un peu particuliers. On a des deepfakes de Nancy Pelosi aux États-Unis qui ont été faits où elle avait l'air totalement en état d'ébriété alors qu'on avait simplement joué un peu avec le son, avec son visage pour qu'elle ait l'air en état d'ébriété. Donc, ça peut avoir des réels impacts politiques. Et d'un autre côté, l'effet pervers que tout ça va avoir, c'est que si on commence à douter de la véracité de chaque vidéo qui nous est présentée, ce que ça crée, c'est une certaine apathie de la réalité où finalement, on doute absolument de tout et il n'y a plus rien pour nous qui est vrai. C'est d'ailleurs un cas qui s'est passé dans une vidéo où on voyait le président gabonais Ali Bongo Ondimba dans une vidéo qui était fortement mise en scène parce qu'en fait, on doutait de son état de santé pendant un bout de temps. Et quand les gens ont vu cette vidéo-là, ils disaient, bon, ben, assurément, c'est un deepfake, probablement que le président est déjà décédé, puis on tente de nous montrer qu'il est en vie. Alors que dans les faits, ben oui, c'était simplement une vidéo très lourdement mise en scène. Donc, dans les faits, cette apathie de la réalité-là vient quand on se met à douter de la véracité de tout ce qui nous est présenté. Au niveau cybersécurité, évidemment, c'est rendu extrêmement facile de créer de fausses identités. Je ne vous donnerai pas un cours aujourd'hui sur comment le faire parce qu'évidemment, ce serait très particulier, mais c'est rendu malheureusement trop simple de créer de fausses identités. Imaginez à ça qu'on essaie de frauder, qu'on essaie, par exemple, la fameuse cyberattaque du BEC, le Business Email Compromise, où des gens s'infiltraient dans les serveurs pour créer de faux courriels internes dans une entreprise où, par exemple, le président écrivait au contrôleur financier pour lui dire urgent pour un contrat, il faut faire un versement de 150 000 à tel numéro, etc. Mais là, déjà que cette fraude-là est très populaire en ce moment, on parle d'à peu près 26 milliards à date au cours des 3 dernières années de fraude de cette nature-là. Ajoutez à ça qu'on aurait non seulement un courriel, mais peut-être un fichier audio sur la boîte vocale avec la voix du président qui s'exprime en plus avec sa voix. Ou encore un appel vidéo, peu importe, où on a un deepfake animé qui fait la même commande. Donc, bref, du côté de la fraude, on va avoir des impacts assurés de ce côté-là. Certains impacts juridiques, avec le temps qu'on a aujourd'hui, des impacts juridiques, il y en a énormément du point de vue du droit d'auteur, droit de la personnalité, diffamation et autres. Sous l'angle de la diffamation, ce que je veux vous présenter ce matin qui m'apparaît un point important, c'est que, évidemment, si on a une vidéo modifiée d'une personne, cette personne-là, son premier réflexe va être de dire « on atteint ma réputation, on essaie de me faire dire des choses que je n'ai jamais prononcées. Est-ce que ça a créé un dommage? Est-ce que ça induit des gens en erreur? » Et là, selon les différentes juridictions à travers le monde, la fameuse diffamation va être décrite différemment, avoir des critères juridiques différents. Mais simplement ici, juste pour vous faire un parallèle qui permettra après de l'étendre ailleurs, généralement, la diffamation, c'est de dire des choses qui sont désagréables, fausses à propos d'une personne, qu'on devait savoir fausses ou encore qui ont été tenues sans juste motif ou qui étaient véridiques, mais qui justement qui n'avaient pas de motif pour être prononcées. Mais lorsqu'on fait ça, il y a certains critères qu'on doit regarder, dont notamment la question de savoir est-ce que ça avait l'air sérieux ou est-ce que c'était visiblement une parodie ou une blague? Donc, la fameuse fine ligne entre dire quelque chose de assurément blessant sur une personne ou fausse versus faire une blague, l'humour. Et là, on tombe dans la fine ligne entre la liberté d'expression, la parodie, la diffamation, et ces lignes-là deviennent extrêmement floues à partir du moment où on utilise le deepfake. Donc, est-ce qu'on a une atteinte à la réputation si on fait un deepfake d'une personne qui a l'air en état d'ébriété?
est-ce qu'on a une atteinte à la réputation ou même des risques de poursuites criminelles si on fait la même chose, mais qu'on utilise une scène de nature sexuelle? Donc, où se trouve la ligne? À partir de quel moment on est dans la parodie ou on est dans le geste carrément criminel? Cette ligne-là, elle est très mince. Donc, certains critères qu'on peut prendre en compte lorsqu'on regarde justement l'intention de tromperie derrière tout ça ou le critère parodique, c'est de dire, ben, quelle est la qualité du deepfake en question? Est-ce qu'on est face à une vidéo extrêmement professionnelle, extrêmement convaincante, présentée dans un contexte où ça a l'air d'être presque une nouvelle ou un fichier original? Ou est-ce que clairement on est sur un site parodique avec une vidéo de piètre qualité où clairement ça a l'air d'être un montage humoristique? Donc, le contexte, la qualité du deepfake va évidemment faire une grande différence. Les canaux de distribution, donc comme je l'ai mentionné, si on envoie ça sur des sites web de journalistiques, de rapports de nouvelles et autres, versus sur un site où le but même de ce site-là est d'héberger des images, des GIFs animés, des blagues, des memes. Donc, canal de distribution très important. Et finalement, le nombre de vues générées, dans le sens où est-ce qu'on a une atteinte à la réputation si finalement ça a été vu par 3 à 4 personnes à la blague dans un groupe privé versus si ça a été vu à 150 millions de reprises par le public à travers la planète. Donc, certains critères qu'on va évaluer. Ensuite, le droit au respect de la vie privée, ben, on arrive un peu sur les mêmes sujets. Selon les juridictions, l'application de tout ça va être différente. Est-ce qu'on est sous des chartes québécoises, chartes canadiennes, sous différents autres droits provenant du droit civil, par exemple? Mais de manière générale, une personne a droit au respect de sa vie privée. Il y a certains critères qui ont été édités pour le droit à l'image de la personne, qui est un peu un corollaire du droit au respect de sa vie privée, etc. Donc, d'autres questions qui vont être affectées par le deepfake et ce que je viens juste de vous présenter. Violation de la vie privée, notamment par les données d'entraînement, il faut savoir qu'à partir du moment où on utilise votre visage pour faire de l'intelligence artificielle, de la permutation de visage, l'apprentissage d'un algorithme d'intelligence artificielle, il n'y a pas plus sensible que vos données biométriques, votre visage et autres pour le faire. Et justement, pour l'application Zhao en Chine, il y a eu énormément de craintes sur ce qui était fait ultimement par le gouvernement chinois, des visages de tous les utilisateurs qui se prenaient en photo pour l'envoyer dans l'application. Donc, pour toute application qui va permettre de faire du deepfake, il faudra assurément regarder avec grand soin les politiques de vie privée, de protection des renseignements personnels, ce qui pourra être fait avec, parce qu'il y a là un grand risque de dérive autour de vos informations personnelles. Il y a beaucoup de questions en termes de droits d'auteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le Canada, par exemple, au Canada, la loi sur le droit d'auteur est une loi fédérale. Ici, on est dans une juridiction où pour avoir une protection de droit d'auteur sur le fichier vidéo, sur l'œuvre cinématographique, sur le fichier audio, en ce moment, on a besoin d'un humain. Donc, on est vraiment sur un droit d'auteur qui est basé sur l'auteur humain comme personne de qui émane la création. Dans beaucoup de juridictions, c'est le cas également. Mais qu'en est-il dans ce cas-ci, justement, où est-ce que finalement, c'est un algorithme qui va générer de fichiers? Donc, est-ce qu'on est face à une œuvre originale? Est-ce qu'on peut réclamer une protection de droit d'auteur sur cet amalgame-là qui va être fait? Encore une fois, question fort intéressante sur laquelle j'ai consacré à peu près 10 pages dans le texte dont je parlais au début, mais aujourd'hui, le temps file, je n'ai pas le temps d'aller dans beaucoup de détails avec vous. Mais à partir du moment, par exemple, où un humain va choisir le contexte, va choisir la mise en scène, va choisir les données qui vont être intégrées ensuite et traitées par l'algorithme, il y a quand même une certaine sélection de la mise en scène du côté artistique. Donc, le fichier résultant, dans la majorité des cas, pourra être protégé par droit d'auteur et donc faire l'objet de licence ou autre. Donc, mais ensuite, est-ce que ça a été fait par ailleurs en violation des droits d'un tiers? Bien, souvent, oui aussi. Donc, vous voyez que le niveau de questions sous-jacentes explose dès qu'on commence à se creuser la tête sur le droit d'auteur. On a des exceptions d'utilisation équitable au Canada, des exceptions qui sont vraiment explicites et exhaustives. Mais on voit que la parodie ou le satire vont être des exceptions possibles. Donc,
quand je mentionnais tantôt la qualité du deepfake, si on voit que clairement, c'est pour faire une parodie et que c'est assez évident, comme cet amalgame extrêmement réussi de Donald Trump et de Nicolas Cage, ben, vous voyez qu'ici, c'est clairement parodique. Donc, est-ce que ici, je suis en violation de droit d'auteur sur la photographie originale et de Donald Trump et de Nicolas Cage? Ben voilà le genre de questions intéressantes qui vont se poser. Mais ajouter à ça la couche vidéo, fichier audio, mouvement, mise en scène, potentiellement droit des artistes-interprètes. Donc, ça va assez loin. On a des décisions américaines majeures. Ici, souvent, je parle des différences entre le droit canadien et américain. Je saute rapidement parce qu'on n'a pas le temps en ce moment. Et ben, évidemment, pour la cybersécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. On a certains sites web comme This Person Does Not Exist que peut-être vous connaissez déjà. Sinon, vous irez dessus tout à l'heure vous amuser, qui permet de générer, justement, c'est un système qui utilise les fameux réseaux adverses génératifs dont je vous ai parlé au départ, les réseaux de neurones, pour créer des visages de personnes qui n'existent pas à partir de plein d'images qu'elles vont avoir appris à générer des photos convaincantes. Donc, les 4 personnes que vous voyez ici n'existent pas, ce ne sont pas des vraies personnes. Et par ailleurs, il y a un article qui est sorti dans 2 semaines qui mentionnait que maintenant, certains hackers ont réussi à faire du reverse engineering sur les technologies et dans les faits, à partir des photos fictives créées ici, recréer les visages des personnes initialement prises en photo, donc voir les fichiers de base avec lesquels les algorithmes ont appris. Donc, encore une fois, beaucoup de gens travaillent à créer les fichiers les plus trompeurs ou à essayer de les pirater pour retourner en arrière. Donc, beaucoup d'enjeux qui vont venir encore une fois. Est-ce qu'il y a des réponses législatives, des pistes de solutions par rapport à tout ça? Évidemment, oui. On voit un peu partout à travers le monde des gouvernements commencer à se rendre compte du sérieux de la chose. Donc, Centre de la sécurité des télécommunications au Canada qui a fait un peu le point sur les cyber-menaces contre le processus démocratique au Canada et qui a notamment amené certaines modifications à la loi sur les élections au Canada, la loi électorale du Canada, pour justement traiter spécifiquement du deepfake et de ses impacts. Aux États-Unis, plusieurs législations qui ont été mises en place, que ce soit au niveau de la défense, au niveau des élections. Il y a eu des rapports qui ont été faits, énormément d'argent qui ont été investis pour tenter de trouver des réponses au niveau étatique. Au niveau privé, il y a plusieurs initiatives notables qui ont été faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis février 2020, il y a certaines compétitions qui ont été mises en place en international avec différents joueurs, Microsoft, Facebook et autres, où ils ont organisé certains vidéos pour essayer, certains concours pour essayer que les programmeurs, les meilleurs développeurs à travers le monde développent des solutions de détection des deepfakes parce que justement, c'est tellement un problème en ce moment, les détecter. Et juste pour vous donner un exemple, ils sont partis dans le cadre de ces concours-là de données publiques et pour la détection à partir de données publiques, donc qui étaient déjà accessibles publiquement, qui avaient certains autres éléments de validation tiers pour les valider qu'il s'agissait de l'original. Ils ont réussi à avoir des taux de détection qui étaient un petit peu supérieurs à 80 %, donc quand même près de 20 % du contenu qui est passé complètement sous le radar des meilleurs joueurs sur la planète. Et dans le cas où on a pris des données privées, c'est-à-dire voici un jeu de données que vous n'avez peut-être jamais vu avant, donc difficile de valider avec des sources tierces, allez-y avec vos mêmes outils pour essayer d'avoir la meilleure détection possible. Et on est à peine au-dessus de 60 % de détection. Là, on parle des meilleurs joueurs de la planète. Donc, presque 40 % du contenu contrefait, totalement faux, impossible à détecter par les meilleurs joueurs de la planète. Donc, quand même assez problématique. En conclusion, le deepfake a un potentiel évidemment énorme. Maintenant, un potentiel énorme à bon escient, potentiel énorme à mauvais escient. Donc, du côté du potentiel positif, bien évidemment, l'hyper-personnalisation, donc les expériences en termes de droit du divertissement dans le film, dans le jeu vidéo, dans le domaine de la santé, donc des choses extrêmement positives qui peuvent être faites. Du côté négatif, évidemment, des fraudes, des risques de sécurité, des risques de diffamation,
des risques démocratiques, des risques de société au sens beaucoup plus large. Donc, j'espère que mon 30 minutes vous aura donné un bon premier tour de roue sur le deepfake. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn en passant. Je publie du contenu presque quotidiennement sur les développements technologiques, la propriété intellectuelle et autres qui se passent un peu partout dans le monde. Et sans quoi, ben, ça m'a fait plaisir. Et je pense que maintenant, on tombe dans une période de discussion.